Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Un grand bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'avenir qui est encore à ce jour la seule émission qui décrypte pour vous les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger, nous envoyer vos messages. C'est toujours sympa et on adore ça avec pour co-animer cette émission aujourd'hui Arnaud Dugluet, vice-président d'HMC2, le digital au service de la personne. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Le sujet du jour, assistance à domicile, les signaux faibles. Alors pour nous aider à y voir plus clair, nos invités, Philippe Duchesne, directeur marketing de la branche mobile expérience B2B chez Samsung. Et bonjour. Alexis Roche, PDG d'Assistel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, comment permettre aux seniors de continuer à vivre chez eux en toute autonomie et surtout détecter les signes avant-coureurs d'une fragilisation? C'est la grande question. Habituellement, comment est-ce qu'on fait pour arriver à définir, à détecter les signaux faibles? Ça, c'est votre boulot, normalement. Alors les signaux faibles, grand sujet, si je prends un petit historique de la téléassistance pour rappel, on part en fait d'un dispositif très simple qui est en fait un poste téléphonique. On est dans les années 70, milieu des années 70, et vous avez en fait les premiers matels de téléassistance qui se développent sur le marché. Et à l'origine, en fin de compte, vous n'avez pas de plateau d'assistance. Donc je le précise, parce qu'à l'origine, en fait, on est tout simplement sur un poste téléphonique. Vous avez vous avez 4 photos avec les photos des proches. La personne, en cas de problème, va chuter. Donc là, c'est vraiment une action mécanique de sa part. Elle doit appuyer en fait sur la touche du téléphone. Donc je vous laisse imaginer si elle est par terre, un petit peu compliqué. Donc ce qui fait que nous, au niveau d'Assistel, alors on a été créé en 1977. Donc on a créé effectivement ce type de dispositif et puis rapidement on a coupé en fait le téléphone à un pendentif, donc ce qui permettait à la personne qui était à terre de pouvoir déclencher et d'éviter de ramper jusqu'à son téléphone. Et puis après par la suite on a introduit la notion de centre d'assistance parce que historiquement une boucle numéro, donc si les proches ne décrochaient pas, sans faire de jeu de mots, la personne restait par terre sur le carreau. Donc ce qui fait que vous avez eu l'introduction donc des plateaux de téléassistance qui a permis de faire des filtres et puis ce qui a permis aussi de beaucoup soulager finalement les aidants et notamment les proches parce que vous avez une personne qui chute à 2h du matin. Aujourd'hui, c'est le centre d'assistance qui va justement s'occuper de traiter donc cette alarme. Donc 24 heures, 7 jours sur 7. Donc on passe en fait de la téléalarme, à l'origine dispositif purement mécanique. Aujourd'hui, on est sur de la téléassistance et on a fait évoluer bien évidemment les matériels. Et donc pour repérer notamment des chutes, détecter des chutes, donc il existe depuis un certain nombre d'années aujourd'hui maintenant des détecteurs de chutes. Donc un système d'algorithme. La personne va porter donc le bracelet autour du poignet. En cas de chute lourde, puisqu'on distingue deux types de chutes, vous avez la chute lourde et la chute molle. Donc en cas de chute lourde, le dispositif détectera. Et puis l'objet aussi de notre partenariat, on aura l'occasion d'en discuter avec Samsung, c'est qu'on veut bien évidemment aller plus loin dans la détection de signaux. Et comme on le dit aujourd'hui, au-delà de détecter la chute, on travaille beaucoup dans le cadre du traitement de nos alarmes avec les services départementaux d'incendie et de secours. Et il est évident qu'aujourd'hui, quand on voit les produits que nous propose Samsung avec des capteurs, notamment qui permettent de détecter le taux d'oxygène dans le sang, ça promet de belles choses pour le traitement de nos alarmes dans le futur. C'est assez génial, on a l'impression que ça a pas mal évolué, non ? Ouais, juste pour préciser, pour revenir un peu sur ce que disait Alexis, en fait, la téléassistance, téléalarme, c'est vraiment le maillon entre l'hospitalisation ou l'entrée en établissement et le domicile. C'est ce qui permet aux gens de rester plus longtemps, enfin, pas plus longtemps à domicile, mais c'est ce qui permet de maintenir la personne à domicile plutôt en sécurité. Ce qui est fantastique, c'est que dans le projet de budget, il est de 50% de crédit d'impôt était supprimé. Alors que, typiquement, c'est l'élément qui permet le maintien à domicile, qui permet vraiment qui est la marche entre l'établissement et le domicile. Bref. Aujourd'hui, avec ce que fait Assistel avec la montre Samsung qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est que c'est plus du matériel que je conçois c'est plus un téléphone que je fabrique pour autoriser un maintien à domicile, c'est pas un bracelet avec un bouton, etc. Non, c'est un objet que je peux acheter sur Amazon,
que je peux acheter à la Fnac, dans lequel je vais mettre un programme que je vais équiper de mon écosystème pour accompagner les personnes. Et ça, je pense que on est à un moment de bascule entre la possibilité d'utiliser directement des objets achetés naturellement par les gens et proposer. Aujourd'hui, c'est plutôt je propose un objet que les gens peuvent acheter. Mais on est dans un moment de bascule où justement la personne, le senior, devient acteur de sa prise en charge. Et je pense que c'est un mouvement de fond. Et c'est de ça, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup plu quand on a commencé à discuter avec toi, Philippe, là, sur la vision de Samsung là-dessus. C'est ce qui me plaisait, c'est de dire, OK, mais vous êtes en train d'accompagner un mouvement de fond et l'accompagnement à domicile va se retrouver fortement renforcé. C'est l'auto-service à domicile, en fait. Oui, bah c'est ça. Mais c'était une des demandes, enfin un des souhaits, une des politiques de la CNSA, c'était de dire il faut que l'acteur, que la personne, le senior, devienne acteur de sa prise en charge. On y arrive, quoi. On y arrive. Mais ça vient plus d'en haut. Philippe, justement, Samsung, c'est des choses qu'il regarde. Bon, Samsung est gigantesque, une des plus grosses entreprises au monde. Vous faites de tout. Mais, on fait beaucoup de choses, oui, c'est sûr. Du réfrigérateur à la banque, on ne va pas parler de tout ce qu'on fait ici, parce que ça va être beaucoup. Mais ça veut dire qu'une entreprise comme ça regarde évidemment ça et se lance dans le fait d'être acteur de ce mode de vie-là, de ces modes de vie. Alors oui, pour ma division, en tous les cas, moi je représente la division B2B de Samsung pour la mobilité. Donc on adresse les besoins de toutes les entreprises, de toutes les tailles, qu'elles soient privées ou publiques, avec des solutions de mobilité. Donc des solutions de mobilité, qu'est-ce que c'est ? C'est des PC, c'est les tablettes, c'est les téléphones. Et puis c'est un écosystème qui va permettre à tous ces appareils de pouvoir s'interconnecter et communiquer ensemble. Et puis sur lesquels on va aussi apporter des solutions pour les maintenir, pour les gérer, pour les monitorer, pour les déployer plus facilement. Là-dessus, on n'est pas tout seul, parce que c'est un peu notre spécificité. Quand on dit qu'on regarde un marché, oui, on s'intéresse à un marché. La transformation digitale, elle a lieu dans tous les secteurs. Elle a lieu aussi dans le secteur de ce bien vieillir. Je ne sais pas si on peut appeler ça un secteur, mais en tous les cas, le bien vieillir. Et on a commencé à rencontrer des acteurs comme Arnaud, comme Alexis, des différentes organisations, où on s'est intéressé à ce secteur, puisque nous, on pense qu'on a des produits, des solutions qui peuvent répondre à ce besoin de transformation digitale que peuvent avoir les seniors, qui, je le rappelle, sont des personnes qui sont de plus en plus connectées, comme nous le sommes tous, de plus en plus habitués au digital et qui ont déjà cette habitude d'utiliser le digital. Donc, je pense qu'on arrive à un moment où le digital va s'imposer naturellement, puisqu'il y aura déjà un usage où je suis habitué à avoir une montre connectée. Je l'ai déjà eu. C'est pas une prescription, c'est pas une ordonnance. C'est un produit que j'utilise déjà, que je suis habitué à utiliser avec mon smartphone. Et donc, ça devient plus naturel. Et ça répond à énormément d'objectifs. Et c'est là, je crois qu'il y a un vrai changement de paradigme. C'est qu'avant, effectivement, on se faisait prescrire un truc autour du cou où il fallait appuyer. Puis donc, on était vieux. Ça y est, on était vieux. Alors maintenant, on va dire dans 2-3 ans, ou peut-être déjà tout de suite, ça veut dire que soi-même, de toute façon, on va vivre avec tous ces éléments, tous ces objets connectés, avec tous ces services, en fait. Ouais, moi, je crois pas que M. Samsung se lève le matin en disant « Oh, j'ai fait un truc pour les vieux », tu vois. Non, c'est que... Parce que non, mais justement, c'est bien ça. Pas comme ça, en tous les cas. C'est... Les usages font, moi j'aime bien dire que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Les usages font que tout d'un coup, il y a des objets connectés qui sont utilisés par des personnes de plus en plus âgées et que ça rentre dans le quotidien. Quand on faisait des projets, de tablettes connectées, etc. pour les seniors, on avait de vraies difficultés à trouver des seniors qui voulaient une tablette. Pourquoi faire, etc. Une fois qu'ils l'avaient, ils voulaient plus s'en séparer. Et aujourd'hui, la tablette est rentrée dans le quotidien de pas mal de seniors qui ont bien mieux à faire à utiliser une tablette qu'à utiliser un PC, quoi, un ordinateur sous Windows qui est capable d'avoir une vie propre quand ça s'allume pas, quoi. Bon, une tablette non. Et donc là c'est pareil, on commence à avoir des objets. Alors on a eu des bracelets, on a eu tout un tas. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais Samsung innove aussi avec une bague connectée. Mais en tout cas, les montres aujourd'hui connectées arrivent à une maturité où, oui, il y a des contraintes de recharge, etc. Mais quand on les a intégrées, ça fait partie de notre choix de vie. Et si demain, la montre que j'ai achetée sur Amazon, qui est en promotion, que j'ai achetée vendredi dernier, et que j'ai reçue ce lundi-là, je peux y mettre un système comme celui d'Assistel pour
être entre guillemets administré, suivi à domicile, ouais, c'est le début d'une vraie révolution pour moi. Et j'ajouterais que l'exemple des tablettes, c'est un excellent exemple, parce que c'est comme ça que nous, on a commencé à travailler avec les secteurs de l'accompagnement des seniors, notamment dans les maisons de retraite. On a équipé le personnel soignant avec des tablettes pour faciliter les passations suite à une journée, et puis aussi pour équiper les résidents qui vont avoir une tablette avec une interface qui va être facilitée pour faciliter la navigation. Et tout ça, on le fait pas tout seul. Nous, notre approche, notre spécificité, c'est de s'entourer de partenaires qui sont des experts de leur métier. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec différents partenaires, des éditeurs de logiciels, des intégrateurs qui vont apporter leur expertise de leur secteur. Et nous, on va essayer de faire coller notre technologie le mieux possible pour répondre aux besoins des utilisateurs. On revient toujours aux usages chez Samsung. Et les usages, on les apprend de nos partenaires et on essaie d'adapter nos solutions, les faire évoluer en fonction. Pardon, Alexis, deux petites secondes. C'était pas neutre que je parle du fait que vous fassiez des réfrigérateurs, etc., que vous faites énormément de choses. C'est parce qu'on peut imaginer peut-être qu'après-demain, on pourrait détecter que la personne est tombée avant, parce qu'elle n'a pas ouvert son réfrigérateur, justement parce qu'il est connecté, elle n'a pas utilisé son four qui est connecté, elle n'a pas son Wi-Fi, etc. Tout ça, c'est tous ces éléments qui peuvent être connectés ensemble. Ça peut être ça demain ? On va aller vers un monde de plus en plus connecté. Aujourd'hui, détectable. Et détectable, oui. Alors après, vous allez un petit peu loin dans l'exemple, mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on a quelque chose qui s'appelle SmartThings, qui est une app qui va permettre à communiquer avec tous vos devices Samsung, que ce soit une machine à laver, un lave-linge, un frigo, et par exemple lancer sa machine à laver à distance, c'est quelque chose de possible aujourd'hui. Demain, est-ce qu'on est capable d'équiper des détecteurs ? C'est un domaine dans lequel j'irai pas, mais en tous les cas, oui, il y aura de plus en plus d'objets interconnectés qui vont communiquer de façon intelligente ensemble et qui vont permettre de répondre à de nouveaux usages. Quels seront ces usages ? Ça reste à découvrir. Avant de passer la parole à Alexis, je vous présente Richard Fremder, qui n'est pas seulement historien, mais qui est en train d'écrire le 5e épisode de La Guerre des Étoiles, parce que c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. D'ailleurs, Alexis, je suis sûr qu'il va nous le raconter. Jamais. Non, on parle d'usage. Je pense que ce qui est important également, c'est parler de comportement de consommateur, parce qu'au final, une technologie, il faut que la personne se l'approprie, il faut qu'elle l'utilise. Moi, je vois, j'ai démarré il y a bientôt une vingtaine d'années. Je me rappelle, début des années 2000, on avait des dispositifs de téléassistance, finalement, quelques fabricants, et on se posait pas trop de la question de savoir est-ce que ça plaisait aux gens. On devait fabriquer des technologies, on les fabriquait, et puis les gens les prenaient, et point. Si on regarde, il y a 20 ans, on équipe aujourd'hui en téléassistance des gens qui ont, on va être clair, hein, des gens qui sont plutôt en entrée de dépendance, donc on est plutôt aux alentours des 80 ans passés. Il faut voir que les générations ont évolué. Il y a 20 ans, on était face à une génération donc d'abonnés qui était née dans les années 30, qui avait connu dans les années 20, dans les années 30, qui avait connu la naissance de la sécurité sociale. On va se retrouver progressivement, et notamment quand on parle d'évolution de la démographie, de l'explosion des plus de 80, on va se retrouver aussi prochainement, et on le voit déjà, c'est le cas, avec des abonnés qui ont connu mai 68 alors qu'ils avaient une vingtaine d'années. Donc des personnes qui ont eu 20 ans dans les années 50 et des personnes qui ont eu 20 ans dans les années 70, on dit aujourd'hui que ce qui se conditionne notre comportement de consommateur, un hommage à Nicolas Menet qui était directeur de Silver Valley, qui était sociologue et qui avait fait une très belle étude et qui expliquait que le comportement d'un consommateur est régi par la période durant laquelle il a eu entre 20 et 30 ans. Et il est évident que toute cette population qui a eu entre 20 et 30 ans durant mai 68, aujourd'hui, ces populations-là, vous ne leur imposez pas des technologies. Donc on part finalement d'une base où la personne doit s'adapter à la technologie, où progressivement la technologie va s'adapter à la personne. Et j'en veux pour preuve, on a lancé, nous, il y a à peu près une quinzaine d'années, le premier bijou connecté donc de Télestance Framboise, et c'était exactement ça l'objectif, c'était de se dire, finalement, on va pas derrière vous demander de mettre quelque chose autour du cou qui va vous stigmatiser, parce qu'il y a aussi la stigmatisation de cette technologie. Si derrière c'est mettre une technologie et puis que autour de moi on se dit lui ou elle est dépendante, les gens ne voudront pas la mettre. Donc finalement, nous notre conviction c'est de dire la plus belle des téléassistances c'est celle qui ne se voit pas. Donc on a commencé effectivement en 2009 avec Framboise, qui allait s'adapter directement sur le collier de la personne. Et puis là, on est en 2024 et effectivement avec Samsung, là ça ouvre complètement le champ des possibles. C'est ce qu'on dit au final.
Aujourd'hui, je suis venu enregistrer un podcast, je croise des gens dans la rue qui ont une Samsung, une Galaxy. Demain, ces gens-là utiliseront cette Galaxy pour être sécurisés. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, sans le savoir, des gens sont déjà porteurs de dispositifs de téléassistance. Et c'est là où il y a un changement de paradigme. On va rentrer concrètement, justement. Donc, vous avez fait tous les deux, deux petites secondes, Arnaud, vous avez donc fait tous les deux, vous avez créé une joint venture. Comment ça s'est passé ? Vous avez fait un partenariat ? C'est plus. Bon, l'histoire, elle est assez simple. Hein. On s'est contacté, Alexis nous a contacté il y a à peu près, on va dire, 2 petites. Par Silver Valley, oui. Par Silver Valley, c'est ça. Via Silver Valley, il y a un peu moins de 2 ans, où on s'est posé autour d'une table et puis on a vu comment notre monde pouvait répondre aux usages, aux besoins de téléassistance et comment on pouvait entamer une collaboration entre Assistel et Samsung. Et puis on a, nous, dédié une équipe, on a monté ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, en fournissant du matériel, de la ressource de développement. Parce qu'on a quand même une partie où on est capable, avec un système qui s'appelle Nox, de pouvoir configurer les montres, c'est-à-dire quelle information je veux afficher sur la montre, les mettre à jour. Donc si j'ai 200, 300 000 montres demain, je peux les mettre à jour en poussant de l'information, en les maintenant et puis en les sécurisant également. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que ça permet d'avoir une échelle industrielle et de se dire je suis capable de fournir un service qui va être pérenne, qui va durer dans le temps, que je peux maintenir. Et ça, c'est un enjeu aussi quand on est prestataire de service, surtout pour ce genre de service en particulier, où il y a un engagement de qualité et de pérennité qui est important. Et puis on a développé un premier concept qui a bien fonctionné et puis on continue dans cette lancée. Donc typiquement une montre Samsung avec la technologie, ta technologie dedans. Tout à fait, la Framboise Watch. C'est tout simplement l'union des produits Samsung avec le service en fait d'Assistel. Donc là, la montre, les précommandes donc seront lancées pour Noël avec un lancement donc commercial au printemps 2025. On révolutionne, pourquoi ? Et c'est aussi c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu avancer avec Samsung, c'est la possibilité en fait d'avoir un beau produit, d'avoir un produit grand public, un produit, et il faut le dire aussi, Assistel a une filiale qui s'appelle CDK France Industrie où on fabrique notre dispositif de téléassistance. On sait très bien qu'aujourd'hui en France, quand vous êtes une petite équipe, une petite structure, développer des produits technologiques, c'est très compliqué. On n'allait pas créer une montre. Et un tant soit peu qu'on aurait voulu en créer une, ça voudrait dire qu'il faut en recréer une, alors peut-être pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans. Donc j'ai envie de dire chacun son métier. Et la force de Samsung, c'est tout simplement qu'aujourd'hui Samsung nous donne la possibilité de pouvoir proposer une montre qui soit indépendante en fait de tout smartphone aussi. Parce que je parlais d'usage. C'est compliqué pour nous de demander à quelqu'un de 80 ans, alors très bien, vous voulez une montre connectée à un centre d'assistance pour être sécurisé, mais à côté de ça, on va vous demander d'acheter un téléphone. Oui. Et donc là, l'innovation, c'est de se dire que la Framboise Watch est complètement indépendante et qu'on sera en mesure de l'envoyer directement par la poste. Elle sera connectée à notre centre d'assistance et exploitable immédiatement. Arnaud ? Avant de continuer sur le 6e tome de La Guerre des Étoiles, on va revenir au quotidien, parce que nous, éditeurs de logiciels, on voit nos clients qui prennent en charge des personnes fragiles et qui donc utilisent des systèmes de téléassistance. Et aujourd'hui, on en est aux signaux de fumée, aux pigeons, aux voyageurs et au courrier. C'est la guerre du feu avant la guerre du feu. C'est ça, c'est la guerre du feu pour prévenir d'une contractualisation d'un contrat de téléassistance par rapport à nos clients. C'est vraiment aujourd'hui les flux. Nous, on a innové avec un produit comme Dome, avec un de tes confrères breton qui fait de la téléassistance, en disant sur Dome, ok, si une alerte de téléassistance, si un machin, Dome reçoit l'alerte comme quoi il y a il y a eu un appel de téléassistance, et Dome aussi envoie au téléassisteur les visites programmées. Comme ça, le téléassisteur sait que il y a telle visite qui est de Madame Michu, c'est prévu à tel moment, etc., et ça peut s'afficher sur une tablette de Madame Michu. Bon, mais ça, c'est des initiatives qui sont encore que des POC, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Le téléassisteur, il est dans son coin, la structure à domicile est dans son coin. Moi, je peux donner un exemple. Cet été, on a installé une téléassistance. J'ai demandé à une structure associative à nos clients d'installer une téléassistance chez mon voisin.
J'ai une voisine dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, qui a 94 ans. Eh bien, hors émission, parce que pardon. C'était hors émission. Mais... Oui, c'était hors émission, pardon. Et j'ai dû appeler la structure. J'ai dû appeler 2 fois la structure. On a envoyé le dossier qui s'est perdu une première fois. On a reçu le dossier une deuxième fois. On l'a rempli. J'étais remplir avec elle. J'ai demandé au conseil départemental s'il y avait le droit à des aides, etc., etc. Il y avait 4 questions. Est-ce que Madame Michu se lève seule? Oui, non. Oui. Est-ce qu'elle mange seule? Oui, non. Oui. Est-ce qu'elle se balade seule? Oui, non. Oui. Machin. Oui, non. Pof. Ok, non, il n'y a pas d'aide. Donc voilà, terminé, circuler, rien à voir. Aujourd'hui, c'est ça le milieu. Donc on parle d'évolution, ouais, mais pour la première fois, la révolution, elle vient des gens. C'est pas le haut qui décide, comme tu disais. C'est bien, messieurs, faites comme ça. Moi, État français, je vais organiser ça. Non. Puis maintenant, c'est les gens qui vont commencer à demander. Ah ouais, moi j'ai ça. Comment je peux avoir tel ou tel service? Et je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Et puis dans le circuit de distribution aussi. Parce que tu vends ça par Internet. C'est ça. Nous, on commercialise par Internet. Alors, je sais que au tout début, quand on a commencé à envoyer des kits classiques de téléassistance par la poste, effectivement, ça détonnait un petit peu sur le marché. Mais il y a des besoins, il n'y a pas qu'un seul besoin. Aujourd'hui, vous avez des gens qui préfèrent directement installer le matériel chez leurs propres parents, qui n'ont pas envie d'avoir un installateur. Bon, je vous cache pas qu'il y a le Covid aussi qui est passé par là, où ça a été très très compliqué en 2020. Aujourd'hui, on a c'est une majorité de nos clients qui sont équipés. Les gens viennent sur Internet, souscrivent, reçoivent leur matériel, le mettent en service. Et on pense que les gens sont satisfaits, puisqu'il y a un chiffre pour nous qui est très important. Aujourd'hui, c'est 30% de bouche-oreille à Sistel. Donc 30% de notre clientèle vient parce qu'on lui a recommandé notre service. Oui, c'est le terrain. C'est le terrain. Et il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas un besoin, il y a des besoins. Alors c'est vrai que la téléassistance, historiquement, on a tendance à l'inscrire dans un parcours portage de repas, aide à domicile et donc téléassistance. Oui, mais vous avez des gens qui n'ont pas forcément besoin d'un portage de repas, mais par contre qui veulent être sécurisés chez eux. Et ces gens-là doivent pouvoir aussi trouver de la téléassistance très simplement et sans forcément passer aussi par un circuit social. Moi, je me souviens, Sistel est implanté en Champagne-Ardenne. Et quand je faisais beaucoup de terrain, je me rappelle dans des campagnes des personnes qui me disaient mais moi monsieur je ne veux pas passer par la mairie pour m'équiper de téléassistance parce qu'on me demande, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis Arnaud, on me demande ma fiche d'imposition. Moi j'ai pas envie de communiquer ma fiche d'imposition. Donc derrière je veux pouvoir souscrire à un service par moi-même directement comme je souscrirais à un abonnement téléphonique. Mais on a vu la remarque de Nicolas Urtiger qui dirige un groupe et qui disait aujourd'hui que, je ne sais plus combien, c'est 30 ou 40 ou 50% des demandes qu'il avait venaient d'Internet. Ouais, ce qui était, il y a 5 ans, non, quoi. Et aujourd'hui, quand on voit les 80, sur 100 Français âgés de plus de 85 ans, sont gérés 4, 3, 2 et 1, donc sont des personnes dites dépendantes, c'est 20%. 20% des Français âgés de plus de 85 ans sont gérés 4, 3, 2 et 1. C'est-à-dire que jusqu'à 85 ans, à 85 ans, il y a 80% des Français qui sont gérés 6 et 5, qui vivent comme vous et moi. Alors oui, ils vont pas courir le 100 mètres, je dis, moi non plus, je ne vais pas courir le 100 mètres, qui vivent normalement. Et aujourd'hui, la montre, la Galaxy 7 de Samsung, moi j'en ai une qui est une marque à la pomme, et celle-là, ces montres-là, je me suis cassé la figure avec la mienne, comme avec la Galaxy 7. La Galaxy 7 est capable d'appeler les secours, d'appeler bon, il faut avoir enseigné ça, mais d'appeler automatiquement, sans smartphone, sans rien, juste parce qu'il y a une eSIM que j'ai décidé de payer. Mais on rentre dans une autre approche, et cette approche-là, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une révolution. Les téléassisteurs, justement, pour revenir un peu à l'humain, parce que là on était dans l'ultra-technologie, et donc effectivement chapitre 7 de la guerre des étoiles, mais les téléassisteurs, quand on disait tout à l'heure, la personne veut rester chez elle, elle ne veut pas aller à l'hôpital, etc. Quelque part, est-ce qu'ils sont formés à écouter? Est-ce qu'ils sont formés à comprendre la personne?
Alors vous savez, aujourd'hui en France, le métier finalement de chargé d'assistance, il est assez confidentiel. Vous avez un marché en France en termes d'abonnés qui est estimé aux alentours de 650, 700 000 abonnés. On est au maximum sur 1 millier d'opérateurs en France. Donc je dirais que derrière, c'est aussi à chaque entreprise derrière d'édicter un petit peu ses propres règles en fonction de je dirais que sa clientèle. Je vois nous aujourd'hui, alors il y a une idée reçue en téléassistance, je vais mettre les pieds dans le plat. Je sais que nous on le constate pas chez Assistel, j'entends beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs me dire effectivement on a beaucoup d'appels de convivialité. Alors peut-être que parce qu'effectivement chez Assistel depuis plusieurs années derrière on s'adresse essentiellement par internet, donc on est une autre typologie de clients. Mais force est de constater que chez Assistel, les gens qui s'équipent, c'est vraiment pour un besoin d'être sécurisés. Alors je ne vous dirai pas qu'on n'a jamais de gens qui appellent parce qu'ils se sentent seuls, mais ça reste une minorité, et je sais que il y a quelque temps on a mené une expérimentation où on s'est dit finalement à chaque fois qu'une personne va nous appeler, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en téléassistance, les gens en fait déclenchent le pendentif, alors ce qui est une bonne chose, ça veut dire que les gens le portent, voilà, sans le faire exprès, c'est plus de 50%. Alors on peut estimer que ces erreurs finalement c'est peut-être une solitude masquée. Nous c'est pas trop le constat qu'on a fait. On avait fait, je vous dis, une expérimentation où les gens qui appelaient en disant écoutez non j'ai pas appuyé, j'ai pas fait exprès, on essayait justement d'engager, on avait diffusé comme consigne d'aller au-delà et d'engager la conversation. On a vite arrêté parce qu'on s'est retrouvé face à des gens qui disaient mais écoutez, je vous dis que j'ai pas fait exprès d'appuyer, moi j'ai pas envie de parler, en quelque sorte lâchez-moi. Il y a une solitude physique, il y a une solitude affective et comme je le dis, est-ce que demain, du lien social se fait à travers une boîte en plastique ? Moi, je pense que non. Au contraire, on parle de digitalisation, on parle de commercialisation par Internet, de téléassistance, mais tout à l'heure, Arnaud parlait de Nicolas Urtiger, du groupe Senior Compagnie. On a du personnel qui intervient et en fin de compte, on doit tous travailler ensemble. C'est une approche complètement systémique. On ne doit pas travailler en silo. Et ça peut peut-être faire un lien aussi sur la notion de data. Parce que tous autant qu'on est, en fin de compte, on collecte chacun à notre niveau de la data. Mais en fin de compte, moi, la data que je collecte, elle est peut-être importante aussi pour une structure d'aide à domicile. Elle est peut-être importante derrière. Alors, on en viendra un peu plus tard sur le sujet, mais par exemple pour le corps médical aussi. Et finalement, on cherche toujours plus à innover sur le secteur des personnes âgées, dans la silver economy, alors qu'il y a des très belles choses qui existent. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Je suis d'accord, Philippe, c'est vous qui collectez les données, pardon. Alors, on collecte des données à travers nos objets connectés, oui. Donc, que ce soit la bague ou la montre, on va collecter les indicateurs de santé comme le taux d'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, le suivi du sommeil, le taux de glycémie. Et puis tout ça, alors quand c'est connecté à un smartphone, on a une application qui permet, avec une intelligence artificielle, de pouvoir calculer des scores de santé qui permet à des personnes d'avoir des suivis personnalisés avec du coaching. Ce qui correspond bien à cette logique un peu où on est tous, grâce au digital, on a tous appris à prendre un peu mieux soin de soi pour mieux manger, mieux dormir, mieux faire de l'activité physique. Ça peut pourrir la vie aussi. Oui. C'est le choix de chacun de se dire où est-ce que je mets le curseur. Mais bon, ça correspond aussi à cet usage que chacun a aujourd'hui et on est de plus en plus coaché et que le téléphone peut jouer ce rôle. Donc oui, on collecte de la donnée. Après, cette donnée, elle est uniquement envoyée au téléphone, donc stockée sur le téléphone. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'on fera de cette donnée demain ? C'est une excellente question. Je pense que pouvoir aller demain, parce que là aujourd'hui on est sur des modèles qui sont réactifs, donc j'ai un problème, je donne une alerte, c'est le principe d'Assistel. Proactif en fait. Voilà, et donc j'ai un problème, je suis en dehors de chez moi, j'ai la chance d'avoir une montre avec une eSIM, je peux appeler même si j'ai pas mon téléphone et demander les secours. Donc ça répond à un besoin d'urgence. Mais demain, de se dire, toutes ces données, elles sont stockées, elles sont envoyées à mon médecin traitant, à mon centre de téléassistance, à l'infirmière qui me suit depuis des années. Et il va y avoir un algorithme qui va déclencher une alerte quand les indicateurs vont un peu baisser sur telle ou telle fréquence.
Et là, je suis capable, moi, corps médical, de dire, bon, bah là, il y a quelque chose qui va pas, je vais me déplacer, je vais appeler, en disant, bah tiens, il y a un problème, est-ce que ça va bien, etc. Ça, je pense que ça, pour nous tous autour de cette table, c'est un peu le Saint Graal où tout fonctionnera ensemble et où on aurait des modèles prédictifs ou des algorithmes de l'IA pour aider à pouvoir anticiper. Ça serait quelque chose qui permettrait, je pense, de pouvoir éviter des situations qui peuvent être dramatiques. Ouais. Justement, on parlait de la bague, là. Il est temps d'en parler un petit peu parce que je la vois pour la première fois, là, depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est incroyable, ce petit objet qui, justement, n'est pas invasif, n'est pas intrusif. Est-ce que ça pourrait à terme remplacer la montre, justement, pour Assistel ? Est-ce que... je ne veux pas faire chapitre 8 non plus. Je n'ai pas parlé de robots, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, pourquoi pas ? C'est une bague connectée donc qui a pour fonction d'être liée à un smartphone. Elle ne va pas stocker de la donnée, elle va transférer de la donnée à un smartphone. Donc, elle a besoin d'un smartphone pour pouvoir fonctionner, mais c'est une bague qu'on veut le moins intrusive possible. Donc vous avez une autonomie de plus de 7 jours sur cette bague, donc vous pouvez la porter et puis l'oublier un petit peu, elle va stocker de la donnée et puis l'envoyer à votre smartphone. Elle va prendre des indicateurs comme le rythme cardiaque, le suivi du sommeil, la santé des femmes aussi, avec le cycle menstruel, la température corporelle, et puis elle va envoyer toutes ces données à ce smartphone Samsung, qui va, avec une intelligence artificielle dédiée, pouvoir définir des scores de bien-être par rapport à toutes ces mesures qui vont être croisées, analysées pour sortir ce score et proposer des mesures d'accompagnement, de coaching, en gros, qui vont vous permettre de mieux vous soigner ou d'avoir un mieux-être, on va dire. Voilà. Attention à ça. C'est le mot que je cherchais. L'IA sera suffisamment intelligente pour qu'à 65 ans, elle ne me demande pas le cycle menstruel. Oui, c'est le principe. Mais quand vous utilisez... une IA intelligente. Sans plaisanter. Oui, bien sûr. Mais quand vous... Une autre marque, il y a quand vous inscrivez, donc le nom de l'application, c'est Samsung Health. C'est quand vous vous inscrivez, vous devez remplir pas mal d'informations. Et bien entendu, on va détecter votre âge. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir ces indicateurs qui sont présent, mais présent de façon tout à fait transparente. C'est une bague qui s'adapte à tout le monde. Elle existe en 12 tailles, donc pour pouvoir matcher avec toutes les tailles de doigts. Elle existe en 3 coloris, donc ça c'est aussi intéressant parce que là aussi on a quelque chose de la vie courante. Il faut que ça m'aille, il faut que j'aime ça, entre guillemets. Donc pouvoir avoir cet aspect esthétique comme peut l'être une montre connectée, ça aussi c'était une de nos préoccupations quand on a lancé cette bague. Et puis on a les expérimentations en cours, notamment avec le CHU de Dijon, où l'idée c'est de pouvoir mesurer les constantes de patients post-opératoires, où quand vous êtes à l'hôpital et vous vous réveillez, vous voulez aller aux toilettes ou aller vous toucher, vous allez vous débrancher, entre guillemets. Bien sûr. Avoir la bague avec soi, je peux aller prendre ma douche et puis il n'y a pas de problème. C'est super malin, mais évidemment, c'est près de 500 € pour le grand public, la bague, donc c'est pas accessible à tous. On peut imaginer que demain, les mutuelles puissent prendre en charge ce genre de choses. Je sais que le groupe ça, c'est une excellente question. Je vais laisser mes camarades répondre parce que, à mon avis, ils sont plus histoires que moi. On rembobine. Ce qui s'est dit là, moi j'avais plusieurs points. Qui dit encore on rembobine, sans rigoler? Arnaud. Non, pas tout seul. C'est preuve de culture aussi quand même. Juste, quand tout à l'heure, Alexis disait il y a 600 000, 700 000 personnes connectées en France, téléassistées en France, pardon. Si on prend le nombre de Français, 3, 2 et 1, j'aime bien dire ça, ils sont 600 000, 700 000. Donc en fait, on voit bien que c'est pas vrai, je force le trait. Mais on voit bien que la téléassistance va équiper des gens qui sont potentiellement un peu plus dépendants. Autrement dit, le champion du monde de la téléassistance demain, c'est M. Samsung. Évidemment, j'utilise des devices au quotidien sur lesquels j'ai greffé des services. L'avenir, il est là, quoi. Ce qui est aussi vrai pour la Galaxy, pour d'autres montres connectées aussi, mais c'est que c'est agréé quand même par des organismes d'État. Je pense à la FDA aux États-Unis. Tout à fait. Et donc, qui garantit qui garantit que la donnée est médicale. J'ai relevé ça parce que j'ai pas trouvé les renseignements que je souhaitais sur Samsung. Utilisable médicalement, pas médical, mais oui, utilisable médicalement, qui a une certification. Oui, on n'est pas sur un dispositif médical. Voilà, non, mais on a une marque concurrente qui est agréée, peut-être d'ailleurs comme la Galaxy, un appareil médical de classe 2 pour alerte de fréquence cardiaque, détection, etc. aux États-Unis, ECG personnel, etc. Apnée du sommeil, là tout récemment aussi. Et c'est quand même une révolution. Parce qu'aujourd'hui, pour détecter une apnée du sommeil, il fallait avoir un truc un appareil. L'arc Vador. Pour le coup, c'est ça, c'est bien la culture, tu vois. Et dernier point,
on parle d'indicateurs, de nouveaux, d'indicateurs de bien dormir, etc., etc. On revient sur un élément, un dispositif qu'on avait, un élément dont on s'était entretenu d'ailleurs avec le professeur Bertrand Fougère, c'est-à-dire le GIR. C'est un truc qu'il va falloir dépasser, quoi. Cette notation de GIR, là, on doit proposer autre chose. Si je dors bien, etc., c'est pas le GIR. Le GIR, aujourd'hui, c'est juste un indicateur de « Ok, j'ai le droit à... Je déclenche des aides ou pas, quoi ». Alors oui, il y a des indicateurs de dépendance là-dedans, mais aujourd'hui, il y a tout un tas d'indicateurs qu'invente M. Samsung, qu'inventent des boîtes comme Weezing, qu'inventent d'autres marques, et qui demain, vont forcément faire autorité, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, se dire « Oui, il y a quelque chose qui se passe chez la personne. Oui, il faut qu'on arrive à dépasser ça. Comment on va le faire ? C'est le Graal, comme on l'évoquait tout à l'heure. Comment on va le faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est des éléments qui arrivent et qui vont aussi transformer les usages. Le repérage de la fragilité. Ouais, on va faire évoluer le repérage de la fragilité. Typiquement. Première question. Ouais. Après, nous, on sent en tous les cas constructeurs qu'on est de plus en plus sollicités par des organismes comme Assistel, par des institutionnels pour intégrer dans les réflexions la présence de la technologie et de se dire je vais m'entourer des acteurs de la tech pour mieux comprendre et puis mieux intégrer que la technologie maintenant sera un allié là dans ce cas présent du bien vivre. Je sais bien qu'elle vous embête ma question sur les mutuelles, etc. Mais à votre avis, est-ce qu'un jour ça peut venir ? Harmonie Mutuelle l'a fait, le groupe Pasteur Mutualité l'a fait. Est-ce que, à votre avis, ça, c'est un des avenirs possibles ? Moi, j'avais vu des initiatives en Corée, notamment, où si tu faisais le nombre de pas, etc., tu ne payais pas ta montre, par exemple. Parce que ça aussi, si je me dis, OK, je fais mon nombre de pas par jour pour une semaine, OK, il ne se passe rien. Mais si je fais ça pendant 10 ans, oui. Et si je fais ça pendant 10 ans sur 2 millions de personnes, ça va changer les choses. Il y a des indicateurs qui vont changer. Et c'est pour ça que ce dont on discute là, on est en train pour moi, on vit vraiment le début de quelque chose. Et c'est même la caissière de prix, c'est Monop maintenant, c'est plus prix unique. Tu vois. Prix unique, j'avais fait exprès. La caissière de Monop, aujourd'hui, elle a acheté peut-être un simple bracelet pour calculer ses pas, etc., etc. Mais c'est le début d'une révolution, quoi. C'est le début d'une appropriation maintenant je peux me surveiller, tiens, je peux avoir ci, je peux avoir ça comme indication, je peux dormir, tiens, ça peut aussi repérer l'apnée du sommeil. Mais les gens vont vraiment se prendre en charge. Et n'oublions pas que 20% seulement des Français âgés de plus de 85 ans sont dépendants. Attends, on dit, M. Samsung, il a un marché énorme, rien que chez nous. Énorme, partout en Europe et partout dans le monde. Et puis il y a un cercle, à mon avis, vertueux à imaginer. On prend les 3 acteurs que nous sommes aujourd'hui autour de la table. Demain, des populations équipées donc de la Framboise Watch. Derrière... Des millions. Derrière, des datas. Et j'en reviens des choses simples. Des datas qui sont remontées grâce à Dome. Et qui sont remontées où ? Dans mon espace santé. C'est qu'aujourd'hui, on a un outil, on a une application qui s'appelle Mon Espace Santé. Et on doit faire un rêve. Ça doit être d'avoir un onglet Bien vieillir, dans lequel je vais retrouver des informations et mon médecin traitant va le retrouver également. Alors il est évident que le médecin traitant n'a pas forcément le temps. Mais en revanche, à partir du moment donné où on va co-construire avec lui, et c'est là aussi justement s'entourer de partenaires comme Samsung est stratégique pour nous, Assistel qui y va seul n'a pas la même force de persuasion que si Assistel il va derrière avec Samsung, il va avec un syndicat comme le Synapse, il va avec une association comme l'AFRATA, qui est l'association française de téléassistance, et on imagine qu'à l'arrivée, le médecin, dans le cadre de son diagnostic, il verra un historique de chute. Il verra également une utilisation du dispositif. On sait aujourd'hui qu'une personne qui ne fait jamais d'appel de téléassistance, qui se met subitement en faire, il y a quelque chose. Mais l'inverse est valable aussi. Quelqu'un qui fait beaucoup d'alarmes et qui du jour au lendemain n'en fait plus, il y a quelque chose. Il y a le phénomène de posture. Je me rappelle des évaluatrices APA qui me disaient, mais vous savez, monsieur, la complexité dans notre métier, on fait une évaluation le lundi, on revient le vendredi, on peut limite refaire l'évaluation parce qu'il y a un phénomène de posture. On a du mal, je le vois bien avec nos équipes, au final, on n'a pas des commerciaux chez Assistel, on a des conseillères.
Quand vous en arrivez à un point de vous renseigner pour vos proches, de prendre une téléassistance, ça veut dire que la dépendance, elle est là. Et c'est aussi un choc, il y a aussi un côté philosophique, on en parlait en amont du podcast. Tout notre marché de la dépendance de la silver economy, il faut voir qu'à l'arrivée, ce qui fait peur aussi, c'est la mort. Et on en parle peut-être pas assez parce qu'on est là. Il faudrait faire. Eh bien oui, parce que finalement, alors l'idée, c'est, on voit que l'espérance de vie en bonne santé progresse. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que on reçoit, nous, de temps en temps, des avis clients, et puis même quand on regarde autour de nous, je pense qu'on a tous été confrontés à ça, où on a des proches, en fait, qui ont peur de mourir à l'hôpital. Les gens ont peur de mourir à l'hôpital. Les gens veulent vieillir chez eux, les gens veulent mourir chez eux. Et alors là, je fais un peu mon pas à la gratter, mais il y a aussi cet aspect-là qu'il faudra avoir en tête, dans le sens où toute la techno ne doit pas non plus faire peur. C'est pour ça, moi, je dis toujours des choses simples aussi. Laissons le temps au temps. La techno évolue beaucoup plus vite que ce que le cerveau humain est capable d'encaisser. À l'arrivée, l'objectif, c'est, comme je dis, de pouvoir vivre le plus longtemps chez soi, d'utiliser ces technologies-là. Quand vous avez des gens aujourd'hui, malheureusement, qui sont équipés, qui arrivent, qui tombent, vous avez des cas où les gens ne veulent pas appeler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, derrière, de mourir à l'hôpital. Donc derrière, il y a aussi tout cet accompagnement. Derrière, c'est pas uniquement les fabricants de technologie. Je parlais du médecin. Bah oui, c'est le rôle aussi du corps médical. On travaille tous ensemble dans l'intérêt de tous et sachant que au cœur de nos réflexions, bah, c'est la personne âgée. Et la personne âgée, bah, c'est nous demain. Il faut sortir des silos. Il nous reste 2 minutes, messieurs. Votre vision à 5 ans de l'assistance à domicile ? Juste pour revenir sur les mutuelles, alors, juste là-dessus, non, parce qu'en fait, on revient sur ça. Moi, je pense pas qu'il y a peut-être des opérations ponctuelles comme ça, mais en France, on est un pays qui débloque des fonds pour la partie curative. Il y en a moins. Mais on est un pays qui gère le curatif, pas le préventif. Et donc, les mutuelles, les opérations des mutuelles, des machins, etc., il y a un peu de poudre aux yeux là-dedans, quoi, quand même. Je pense ça. Mais je pense aussi que c'est les gens qui s'approprient ça. Et on revient toujours quand Samsung développe sa bague, ça marchera pas, ils en vendront plus, ils en vendront moins, peu importe. Mais en tout cas, on est en train de cultiver les gens, d'apporter des nouveaux produits. On est en train d'éduquer les gens. On dit attention, faut se prendre l'état. On les acculture. Les accultures, c'est ça. Pardon. C'est aussi les gens qui demandent. Qui demandent ça. Ouais. Nous, on répond à un besoin, on s'inscrit dans une tendance où chacun veut vivre le plus longtemps possible, en meilleure santé possible. Et on voit tous ces seniors continuer à faire du sport, à bouger, à se cultiver, à être actifs. C'est plus du tout les grands-parents que nos générations ont pu connaître. Donc ça, c'est quelque chose où nous, on veut accompagner ça. Et voilà, pour revenir à votre question sur dans 5 ans, moi, il y a une statistique qui m'a un peu marqué quand j'ai commencé à fréquenter mes collègues, c'est que en 2040, 18 millions de Français auront plus de 65 ans. Et ce seront des seniors ultra digitaux qui auront déjà fait cette démarche d'avoir un smartphone depuis des années, une connectée, une bague, qui auront déjà été coachés par une app pour mieux manger, faire du sport, apprendre un instrument de musique, lire, et qui seront habitués à tout ça. Et ça sera complètement intégré dans leur façon. Et je rejoins complètement ce que disait Arnaud. À un moment, c'est l'usage qui poussera et qui dictera aux mutuelles ce qu'il faudra aussi un peu pousser, je l'espère. Et nous, on essaiera de s'inscrire comme un partenaire techno de cette transformation. Alors, quand j'ai démarré, moi, j'avais un chiffre en tête, c'était 25% des aidants meurent avant les aidés. Aujourd'hui, grâce justement au numérique, grâce à la data, on peut justement développer des applications en lien avec les technologies et ces applications qui vont être au service justement des aidants. L'idée, c'est aussi de créer du lien entre le couple aidant-aidé pour faire en sorte que ce chiffre diminue le plus. Et d'autre part, pour répondre à la question dans 5 ans, pour faire un lien avec Philippe et Samsung, parlons de la mobilité aussi.
parce que là, c'est vrai qu'on parle souvent du maintien à domicile, du soutien au domicile, mais la mobilité, et je pense que c'est ça le fer de lance. Pourquoi ? Parce qu'on dit aussi que le meilleur moyen de vieillir à domicile, c'est de pouvoir en sortir. Donc moi, je souhaite que dans 5 ans, le plus de Français soient équipés de framboise Bauch pour pouvoir vivre le plus longtemps à domicile et pouvoir continuer, bien évidemment, à en sortir. Allez, Arnaud, le mot de la fin. Et c'est bien fait parce que pour consulter les données qu'ils vont avoir sur le Framboise Watch, ils auront Dome qui permet de faire le hub entre la structure qui intervient, les devices, etc. C'est des projets qu'on a dans les cartons chez nous, c'est des projets sur lesquels qu'on regarde. Évidemment, c'est d'accompagner cette numérisation, cette digitalisation du secteur et des clients que nous serons tous demain. Voilà. Eh bien, vivement demain. Merci. A fait le tour de la question. Merci à vous, Arnaud Dugluet, vice-président d'Archemc2, Philippe Duchesne, directeur marketing mobile expérience B2B chez Samsung, et Alexis Roche, PDG d'Assystel. Fin de ce numéro de Déclic d'avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir, avec toujours encore une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut. Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par Archemc2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.